À 23h43, un appel anonyme a brisé le calme de la ville. Là, une alerte, un cri de détresse. Plus de 200 enfants piégés dans une mine d'or illégale, sous conditions inhumaines dans le nord-est de Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré, loin de son bureau, répondra à cet appel. Mais pourquoi ce geste de Traoré, un chef d'État, relève-t-il du défi et du sacrifice personnel ? Il ne peut plus attendre. La mission commence ce soir. Ibrahim Traoré n'a pas hésité une seconde. Après avoir reçu l'appel anonyme, il a immédiatement activé les procédures nécessaires pour sauver ses enfants, loin de l'agitation de la capitale. Pour lui, ce n'était pas qu'une mission de sauvetage, mais un impératif moral. En tant que président, sa responsabilité allait bien au-delà de son rôle politique. Il s'agissait de sauver des vies, de ramener l'espoir là où il avait été perdu. La situation était grave. Plus de 200 enfants, certains aussi jeunes que 5 ans, étaient forcés de travailler dans des conditions effroyables. Ces enfants ne méritaient pas un tel destin. Ils avaient été privés de leur enfance. Mais avec cette intervention, ils allaient avoir une chance de retrouver leur liberté. Traoré savait que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Mais il le savait aussi. Pour que l'opération réussisse, chaque seconde comptait. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Dans l'obscurité de la nuit, l'équipe présidentielle se préparait à partir. Le président Traoré ne perdait pas de temps. À 00h30, la caravane présidentielle avait quitté la capitale. Le long des routes Bopessous désertes, les phares des véhicules militaires coupés en la nuit. Chaque homme était concentré sur la mission. En un instant, la ville de Ouagadougou était laissée derrière eux, remplacée par l'obscurité dense de la campagne. Il n'y avait plus de place pour les hésitations, seulement la détermination. Le président, vêtu de son uniforme militaire, assis dans la voiture blindée, savait que chaque minute qui passait mettait les enfants en plus grand danger. Les informations reçues étaient claires. La mine se trouvait à l'est, près de Compiègne, une région isolée où la surveillance était minimale. La distance était longue, le terrain difficile. Mais ce n'était pas un obstacle pour lui. Ce qui importait, c'était l'objectif de sauver ces vies innocentes. Les hommes autour de lui savaient aussi que cette mission allait marquer l'histoire du pays. Non seulement en raison de l'enjeu humanitaire, mais aussi pour la symbolique de cette action. Un président qui choisit d'agir personnellement pour sauver des vies. L'illégalité de l'exploitation minière n'était qu'une partie du problème. Le véritable défi résidait dans le fait que personne n'avait osé intervenir jusqu'à présent. Les trafiquants d'or et les responsables locaux corrompus prospéraient grâce à l'exploitation de ces enfants, ignorant totalement leur dignité humaine. Mais Traoré ne se contentait pas de prendre une décision. Il se battait pour changer ce système dévastateur. La mission de cette nuit n'était pas seulement une opération militaire, c'était une déclaration de guerre contre l'exploitation humaine. La mission était en cours, mais ce n'était que le début d'un combat bien plus grand. Lorsque le président Traoré arriva sur le site de la mine, la scène qui s'offrait à lui était digne d'un film d'horreur. Des enfants fatigués et sales travaillaient sans relâche dans des conditions insoutenables. Leur jeunesse leur avait été volée. Leurs yeux vides trahissaient une douleur insondable. Au milieu du chaos, Ibrahim Traoré ressentit une lourde pression. Son rôle n'était plus seulement de sauver ses enfants, mais aussi de démontrer à la nation entière que l'État avait une responsabilité envers les plus vulnérables. Ses actions de cette nuit étaient destinées à envoyer un message clair. L'impunité et la corruption ne seront pas tolérées. Cependant, en dépit de l'aspect héroïque de la mission, Traoré savait qu'il fallait agir rapidement et méthodiquement. Son équipe, formée de soldats d'élite et de médecins, était prête. À 2h30, l'assaut débutait. Les gardes armés, surpris par la rapidité de l'intervention, furent rapidement maîtrisés. Les enfants, initialement paralysés par la peur, commencèrent à comprendre que leur libération était en train de se concrétiser. Le président, en première ligne, veillait à leur sécurité et leur apportait des paroles réconfortantes. Ce fut un moment charnière.
Les enfants, qui jusque-là n'avaient connu que la douleur et la souffrance, rencontraient enfin un espoir tangible. Ibrahim Traoré leur promettait la liberté, une liberté qu'ils avaient oubliée. La mission s'intensifiait. Le président Traoré, accompagné de ses hommes, ne se contenta pas de libérer les enfants. Il fit en sorte de les protéger et de les conduire vers un avenir meilleur. À peine les derniers gardes y avaient-ils été neutralisés que les ambulances se mirent en route, emmenant les enfants vers un centre de secours temporaire. Les routes sinueuses et poussiéreuses menaient à un endroit où l'espoir renaissait. Chaque minute comptait. La situation était loin d'être simple. Traoré savait que derrière cette mission humanitaire se cachait un réseau criminel puissant, profondément enraciné dans le pays. La découverte de la mine illégale n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les autorités locales, corrompues par l'argent généré par l'exploitation illégale de l'or, avaient ignoré pendant trop longtemps les souffrances de ces enfants. Mais Traoré n'était pas prêt à fermer les yeux. Après l'intervention, un état d'alerte fut décrété dans tout le pays. Les forces de sécurité commencèrent à traquer les responsables de l'exploitation des mineurs, les gardes impliqués dans le trafic d'enfants. Le réseau criminel ne se contentait pas de voler des vies humaines. Il sabotait aussi l'avenir du pays, exploité pour enrichir quelques-uns aux dépens de la dignité humaine. Traoré, malgré la réussite de cette opération, savait que la bataille ne faisait que commencer. Le sauvetage des enfants était un premier pas, mais il fallait en finir avec les criminels qui profitaient de cette situation. Les criminels derrière cette mine n'étaient pas que des bandits isolés. Ils faisaient partie d'un système plus vaste qui cherchait à maintenir le statu quo, à faire des profits, en exploitant les plus vulnérables. Traoré était déterminé à mettre fin à cela. Dès le lendemain, les autorités lançaient une vaste enquête sur tous les secteurs liés à l'exploitation minière illégale. Des arrestations furent effectuées, des preuves recueillies. Le président savait que ce n'était qu'en éradiquant les racines du problème qu'il pourrait espérer offrir à ses citoyens un avenir plus juste. Mais même avec cette première victoire, des défis persistaient. Les criminels étaient puissants, ils avaient des alliés dans les plus hautes sphères du pays. Traoré comprenait que pour gagner cette guerre contre l'exploitation humaine, il devait compter sur la mobilisation de la société tout entière. La justice ne viendrait pas uniquement des autorités, mais aussi de la volonté de la population à se lever contre l'injustice. Mais ce que cette nuit avait montré, c'était que même face à l'adversité, la volonté d'un homme pouvait changer le destin de centaines de vies. La vision de Traoré ne se limitait pas à une intervention ponctuelle. Il rêvait d'un Burkina Faso, où chaque enfant aurait droit à une enfance, à l'éducation et à la liberté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après l'opération de sauvetage, les autorités burkinabées ont rapidement commencé à collecter les preuves liées à l'exploitation illégale des enfants dans la mine. Ce qui a été découvert fut choquant. Plus de 200 enfants étaient forcés de travailler dans des conditions inhumaines, exposés à des risques sanitaires graves. Ces enfants étaient plongés dans un environnement où la malnutrition et les blessures étaient si quotidiennes. Les premiers rapports médicaux révélaient que 40% des enfants secourus souffraient de malnutrition aiguë et 30% avaient des blessures graves, dues aux conditions de travail. Ces enfants, certains aussi jeunes que 5 ans, avaient été réduits à l'état de machines humaines dans des fosses d'or, où chaque jour était une lutte pour la survie. Les chiffres recueillis après l'intervention de Traoré ont également mis en lumière l'ampleur du réseau criminel. Plus de 150 gardes armés avaient été impliqués dans la surveillance de ces enfants, tandis que des dizaines de milliers de dollars étaient générés chaque mois grâce à ce trafic humain. L'exploitation de ces enfants ne se limitait pas uniquement à la mine, mais touchait aussi d'autres régions du pays, où des enfants étaient envoyés de force pour travailler dans des conditions similaires. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a immédiatement ordonné une série d'investigations pour identifier tous les acteurs de cette exploitation systématique. En seulement 2 semaines, plus de 200 arrestations avaient été effectuées, dont celles de figures influentes du gouvernement
et des entreprises locales impliquées dans ce réseau. Mais les preuves ne s'arrêtaient pas là. L'analyse des comptes bancaires et des transactions des entreprises liées à l'exploitation minière illégale a révélé que des paiements réguliers étaient effectués pour maintenir le silence des autorités locales. Ces entreprises avaient également investi des sommes d'eau considérables dans des campagnes de corruption, afin de s'assurer que leurs opérations illégales continueraient sans entrave. Au fur et à mesure des enquêtes, des documents sensibles ont été saisis, révélant l'implication directe de responsables gouvernementaux de haut niveau, dont certains étaient liés à des sociétés minières. Les informations obtenues ont également permis d'identifier des responsables étrangers, des négociants en or et des exploitants miniers d'autres pays qui avaient tiré profit de cette situation. Les autorités burkinabées ont rapidement pris des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Des saisies de propriétés et de comptes bancaires ont eu lieu, et un programme de justice de transition a été instauré pour poursuivre les responsables de ces crimes. Ibrahim Traoré, bien qu'heureux de ces progrès, savait que le véritable travail de réparation ne faisait que commencer. La route vers la justice était semée d'embûches, mais il n'avait jamais douté de la nécessité de faire tomber ceux qui exploitaient les plus vulnérables pour leur propre profit. Dans les jours qui suivirent l'opération, deux grands points de vue se sont opposés sur la manière dont la situation devait être traitée. D'un côté, certains ont applaudi la réaction rapide et la bravoure du président Ibrahim Traoré. Ils soutenaient que son action directe pour sauver les enfants et combattre le système d'exploitation minière illégale était un modèle de leadership courageux et nécessaire. Ses partisans mettaient en avant la réponse immédiate de l'État et la volonté du président de s'engager personnellement, ce qui montrait une détermination à rompre avec la passivité des gouvernements précédents. En engageant ses ressources, Traoré a fait preuve d'une volonté de protéger les plus vulnérables, indépendamment des risques politiques et personnels. Cependant, une autre perspective se soulevait, celle de ceux qui considéraient que la réaction de Traoré était précipitée. Certains analystes ont mis en doute l'efficacité de l'action, soulignant qu'une telle intervention directe pouvait entraîner des conséquences imprévues. Il soulignait que, si l'opération de sauvetage avait été un succès, l'absence de mesures légales et judiciaires robustes pourrait nuire à la stabilité politique à long terme. Selon cette vision, bien que la prise de pouvoir de Traoré ait été perçue comme un acte héroïque, elle risquait d'aggraver la situation en mettant en lumière la faiblesse des institutions judiciaires et en exposant le pays à des représailles de la part de ceux qui bénéficiaient du système. Ces critiques ne minimisaient pas l'importance de l'intervention humanitaire, mais elles pointaient du doigt la manière dont l'État burkinabé gérait la crise à long terme. Les partisans de cette vision demandaient que des réformes structurelles soient mises en place pour garantir que ce type de réseau criminel ne puisse plus se développer. Ils suggéraient que l'effort de Traoré soit suivi d'une consolidation des institutions judiciaires, avec des lois plus strictes contre le trafic d'enfants et une meilleure surveillance des entreprises minières. De plus, un appel à une plus grande coopération internationale pour démanteler ces réseaux transnationaux était jugé essentiel pour garantir l'efficacité des actions entreprises. Ainsi, la question qui se posait était: quel était le véritable prix à payer pour garantir que de tels crimes ne se reproduisent plus? La réponse ne résidait pas seulement dans une intervention ponctuelle, mais dans une réforme profonde et durable des structures politiques, économiques et judiciaires. La vérité finit par surgir. Lorsque l'enquête progressa, l'équipe du président Ibrahim Traoré découvrit qu'un groupe de criminels bien organisés avait non seulement orchestré l'exploitation des enfants, mais aussi manipulé l'opinion publique en diffusant de fausses informations. Cette révélation changea immédiatement la dynamique de la crise. Ce n'était plus seulement une affaire de sauvetage, mais une bataille pour restaurer la vérité. Les autorités apprirent que certains de ces groupes s'étaient déguisés en journalistes pour tromper les enfants secourus, leur faisant croire que Traoré n'était pas leur président, mais un exploiteur comme les autres.
La manipulation psychologique avait laissé des traces profondes, et la confiance des enfants avait été gravement ébranlée. Pourtant, cette découverte permit aux autorités de comprendre l'ampleur de la menace. Un réseau criminel capable d'infiltrer les médias, de manipuler les émotions d'enfants vulnérables et d'influencer l'opinion internationale. À partir de ce moment, Traoré comprit que sauver physiquement les enfants n'était qu'une partie de son combat. La prochaine étape consistait à démanteler le réseau de mensonges qui menaçait l'avenir de toute la nation. Cette vérité, désormais exposée, redéfinissait la suite de l'opération. Les conséquences de cette crise furent immédiates et profondes. Pour les communautés locales NN, l'affaire provoqua un choc collectif. Les habitants prirent conscience de l'ampleur du réseau criminel opérant sous leurs yeux. Beaucoup avaient ignoré les signes, pensant qu'il s'agissait d'activités minières ordinaires. L'intervention d'Ibrahim Traoré leur montra que l'exploitation des enfants n'était pas un phénomène lointain, mais une réalité douloureuse enracinée dans leur propre région. Les familles commencèrent à surveiller davantage leurs enfants, à signaler les activités suspectes et à se méfier des offres d'emploi douteuses qui circulaient dans les villages. Pour les entreprises DN, l'impact fut tout aussi important. Les sociétés minières légales redoutèrent que cette affaire ne ternisse leur réputation. Certaines se retrouvèrent sous enquête, les autorités voulant s'assurer qu'aucune n'était liée de près ou de loin aux trafiquants. Les entreprises honnêtes collaborèrent rapidement avec l'État pour prouver leur transparence. Celles impliquées dans la corruption ou dans l'achat d'or issu des mines illégales furent exposées au grand jour. L'action d'Ibrahim Traoré montrait clairement que le pays n'accepterait plus que ses ressources soient exploitées illégalement au détriment de ses enfants. Concernant l'État et les institutions ND, cette affaire révéla des failles majeures. La possibilité qu'un groupe criminel ait pu infiltrer un centre de secours grâce au pot de vin laissait derrière lui une image inquiétante de la sécurité publique. Les services de protection de l'enfance furent réformés d'urgence, avec une révision complète des protocoles de sécurité. Traoré ordonna que les centres d'accueil pour mineurs disposent désormais de contrôles stricts, d'équipes formées et d'un système de surveillance indépendant. Cette crise força également le gouvernement à repenser ses méthodes de lutte contre la désinformation, car l'ennemi n'était pas seulement armé physiquement, mais aussi capable de manipuler la vérité. Enfin, pour la région et l'environnement géopolitique qu'avait, la crise attira l'attention des pays voisins et des organisations internationales. À l'échelle sahélienne, l'exploitation illégale des ressources est un problème transversal, souvent lié à des groupes criminels et terroristes. L'action d'Ibrahim Traoré inspira certains dirigeants de la région à renforcer leurs propres lois contre le trafic d'enfants et les réseaux miniers clandestins. De plus, les partenaires internationaux commencèrent à offrir une aide technique pour sécuriser les zones minières et surveiller les flux financiers suspects. Ce faisceau de conséquences fit comprendre à tout le pays, et au-delà, qu'un crime passé sous silence peut menacer une nation entière. La détermination d'Ibrahim Traoré avait déclenché une transformation profonde, mais le chemin vers la stabilité durable venait seulement de commencer. Dans les mois qui suivront, 3 trajectoires possibles pourraient façonner l'avenir du Burkina Faso après l'affaire de la mine illégale démantelée par Ibrahim Traoré. Dans le scénario de base, entre 6 et 12 mois, voici ce qui pourrait se passer. Le pays maintient la stabilité actuelle, les enquêtes se poursuivent, permettant des arrestations régulières dans le réseau. Les enfants secourus s'intègrent progressivement dans leurs nouveaux programmes éducatifs. Cependant, certaines résistances persistent. Des individus influents liés à l'exploitation clandestine tentent d'utiliser leurs richesses pour ralentir les réformes. Les progrès sont réels, mais lents, fragiles, dépendant de la capacité de l'État à rester vigilant. Ce scénario reste le plus probable si les forces de sécurité continuent d'agir avec constance et si la société soutient les efforts présidentiels. Dans un scénario optimiste, si tout va bien, entre 6 et 12 mois,
On pourrait s'attendre à... Les réformes impulsées par Ibrahim Traoré produisent des résultats spectaculaires. Le démantèlement complet du réseau criminel ouvre la voie à une refonte de la gouvernance minière. Les écoles comme la Maison de Lumière deviennent des modèles nationaux. Les pays voisins demandent conseil au Burkina Faso pour lutter contre les mines illégales. Les partenariats internationaux s'intensifient, renforçant les capacités technologiques du pays pour détecter les trafics. Dans ce scénario, la confiance de la population se solidifie et la lutte contre la corruption gagne une dynamique inédite. Dans un scénario pessimiste, où les choses se compliquent entre 6 et 12 mois, voici ce qu'il pourrait se passer. Les criminels encore en liberté s'organisent pour riposter. Ils pourraient tenter de saboter les infrastructures, lancer des campagnes de désinformation ou influencer certains segments des institutions. Dans cette hypothèse, l'État se retrouverait sous pression, avec une confiance publique fragilisée. Les enfants secourus pourraient aussi être menacés, obligeant à renforcer encore leur protection. Ce scénario, bien que moins probable, demeure possible si les réseaux criminels parviennent à se réorganiser. Voici une recommandation stratégique à garder à l'esprit. La clé consiste à adopter une vision en couches. Chaque victoire sécuritaire doit être accompagnée d'une réforme institutionnelle, et chaque réforme institutionnelle doit être protégée par une communication transparente. Cette logique à double entrée, action plus consolidation, est essentielle pour garantir que les efforts d'Ibrahim Traoré résistent au temps et aux tentatives de déstabilisation. L'affaire de la mine illégale a révélé un besoin profond de réflexion collective. Pour les familles et les citoyens ordinaires, l'intervention d'Ibrahim Traoré rappelle l'importance de reconnaître les signaux de vulnérabilité autour de soi. Beaucoup d'enfants disparaissent ou sont approchés par de faux recruteurs sans que la communauté n'en ait pleinement conscience. Une vigilance accrue, partagée et structurée au niveau local peut devenir un outil puissant pour prévenir de nouvelles tragédies. Les habitants peuvent organiser des réseaux de veille communautaires ou participer à des programmes éducatifs sur les risques liés au discours manipulateur. Pour les éducateurs, professionnels du social et responsables de centres d'accueil, les événements montrent à quel point un encadrement bien formé peut faire la différence. Comprendre les mécanismes de la manipulation psychologique, reconnaître les traumatismes précoces et savoir instaurer un climat de confiance deviennent des compétences essentielles. Une bonne coordination avec les services de l'État permettrait de signaler plus rapidement les comportements suspects autour des mineurs. Les équipes pédagogiques peuvent également proposer des ateliers adaptés, afin que les enfants apprennent à repérer les pièges courants utilisés par les réseaux criminels. Quant aux jeunes eux-mêmes, cette histoire constitue une incitation à développer leur capacité de discernement. Dans un contexte où les fausses promesses se multiplient, ils doivent apprendre à interroger, vérifier, demander des preuves et solliciter des adultes de confiance. Les campagnes scolaires lancées après l'intervention d'Ibrahim Traoré offrent un cadre utile, mais la responsabilité individuelle joue aussi un rôle déterminant. Même une simple habitude, comme vérifier la source d'une information ou refuser de suivre un inconnu, peut prévenir des risques majeurs. À travers ces trois angles, chacun peut trouver une manière concrète d'agir pour contribuer à un environnement plus sûr, où les enfants ne deviennent plus des proies silencieuses. Pour transformer le choc national en avancée durable, un plan structuré doit guider les prochains mois. Ibrahim Traoré a déjà lancé plusieurs initiatives, mais leur efficacité dépend d'une mise en œuvre méthodique. La première étape consiste à sécuriser la situation immédiatement, ce qui se passe dans les 0 à 3 mois. Les forces de sécurité et le ministère de la Protection de l'Enfance sont responsables de cette mission. Objectif: garantir qu'aucun enfant secouru ne soit approché par les réseaux criminels. Cela inclut l'installation de systèmes de contrôle aux abords des centres d'accueil, la formation d'unités spéciales et la mise en place de circuits de signalement rapides. Le succès est mesuré par l'absence d'incidents et par des audits de sécurité mensuels. Ensuite, dans les 0 à 6 mois, il faudra procéder à l'assainissement du secteur minier. Cela implique également le ministère des Mines et la cellule anticorruption.
Objectif: identifier toutes les exploitations suspectes, vérifier les licences et suspendre les acteurs impliqués. Les autorités publieront chaque mois un rapport listant les mines contrôlées et les irrégularités détectées. Indicateur clé de transparence. Parallèlement, la reconstruction psychosociale des enfants devra avoir lieu entre 2 et 12 mois. Les psychologues, éducateurs et ONG partenaires seront responsables de cette étape. Les enfants doivent être accompagnés par équipe pluridisciplinaire pour traiter les traumatismes. Le progrès sera mesuré à travers des évaluations trimestrielles sur la santé mentale, la reprise scolaire et la stabilité émotionnelle. La quatrième étape concerne la prévention structurelle, qui devrait être menée entre 6 et 12 mois. Le ministère de l'Éducation et les autorités locales joueront un rôle important dans cette tâche. Création de modules scolaires sur la vigilance communautaire, la manipulation et la sécurité personnelle. L'efficacité est mesurée par le taux de participation et les retours des élèves. Il est également crucial de maintenir une communication transparente tout au long du processus. La présidence et les médias vérifiés seront responsables de cette partie du processus. Objectif: empêcher la désinformation grâce à des bulletins réguliers sur l'avancée des enquêtes. Les performances seront évaluées via la confiance publique et la réduction de rumeurs. Ces actions, combinées ensemble, forment la base de l'avenir durable que le président Ibrahim Traoré vise. Lorsque les enfants avaient été retrouvés dans la mine, épuisés, blessés, certains incapables de se tenir debout, cette image avait profondément marqué Ibrahim Traoré. Parmi eux, il y avait une fillette qui lui avait serré la main avec une force inattendue, malgré sa faiblesse. Cette scène, qui avait ouvert un moment décisif dans la mission, devint par la suite un symbole de ce que la nation devait protéger. Aujourd'hui encore, cette poignée de main rappelle que la vulnérabilité n'est pas une fatalité, mais un appel à l'action. Traoré sait que le pays porte désormais une responsabilité collective, celle de garantir que plus jamais un enfant ne soit exploité dans l'ombre. Cette histoire ne se limite pas au sauvetage d'une nuit, mais représente un tournant moral pour tout un peuple. En revenant à cette scène, il devient clair que la vraie victoire n'est pas d'avoir fermé une mine, mais d'avoir rallumé une promesse. Cela renforce l'idée que la dignité de chaque enfant est une priorité absolue. Cette affirmation, simple et brève, s'impose comme un pacte entre les citoyens, l'État et les générations futures. Ce pacte, Traoré entend le porter jusqu'au bout. L'histoire du sauvetage des enfants et de la lutte contre les réseaux miniers illégaux dépasse largement la seule figure d'Ibrahim Traoré. Elle révèle une dynamique collective, celle d'un peuple capable de se mobiliser lorsque la vérité est menacée. Dans chaque village, dans chaque école, dans chaque famille, cette affaire rappelle que la protection de l'enfance n'est pas un acte isolé, mais un engagement continu. En partageant cette histoire, en discutant autour de vous et en sensibilisant ceux qui ignorent encore l'ampleur du problème, vous contribuez à renforcer un réseau de vigilance citoyenne. Les récits comme celui-ci deviennent des balises, rappelant que la sécurité d'un enfant peut dépendre d'un simple geste, d'une question posée au bon moment, d'un doute exprimé. Si vous souhaitez soutenir davantage ce type de contenu, vous pouvez poursuivre la conversation, proposer des sujets ou partager vos réflexions. Chaque échange ajoute une pierre supplémentaire à cette prise de conscience collective. Et vous, jusqu'où pensez-vous que la société devrait aller pour garantir qu'aucun enfant ne disparaisse à nouveau dans le silence ?